Hausse de la flat tax, taxe Zuckman light ou pas, taxation des holdings patrimoniales, contribution différentielle sur les hauts revenus ou sur le patrimoine. À quelle sauce devraient être mangés les contribuables les plus fortunés? Réponse avec vous, Julie Ruiz. Bonjour Julie. Bonjour, Vous allez bien? et vous? Oui, journaliste économique au Figaro.fr. Donc c'est a priori aujourd'hui, voire demain, si j'ai bien compris, que l'Assemblée nationale devrait examiner le sujet de la taxation des plus aisés. On peut dire que l'heure de vérité approche. On y est là, presque. Effectivement, c'est une heure de vérité, c'est une heure cruciale, et c'est une heure cruciale notamment parce que le Parti socialiste l'a rendu crucial en disant tout simplement que s'il n'avait pas gain de cause, ou en tout cas s'il n'était pas satisfait sur les sujets de justice fiscale, en tout cas c'est comme ça que l'appelle, c'est en gros la taxation des plus aisés, si le gouvernement ne lâchait pas, comme on dit un petit peu rapidement, sur ce sujet, ils étaient prêts à aller à la censure. Alors après, on est dans une position de négociation entre les socialistes et le gouvernement qui joue en fait depuis le début de l'examen budgétaire un espèce de pas de deux, un espèce de bras de fer. Et donc, ce qu'ont dit les socialistes en tout cas, c'est si on n'est pas satisfait sur la taxation des plus riches, nous on va à la censure. À voir s'ils le font réellement, à voir s'ils sont satisfaits, à voir si le gouvernement va prendre cette menace au sérieux et surtout comment ça se traduira dans le système fiscal et dans le budget. Hum. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Parti socialiste a fait un bouger aussi sur sa taxe Zuckman. On en a parlé nous hier et vous aussi Ouais. au Figaro évidemment, cette taxe Zuckman allégée, parce que Sébastien Lecornu a été clair. Il a dit en gros pas touche aux biens professionnels et à l'appareil productif, c'est une niette pour le gouvernement. Ça, il a été assez clair. Et donc, il y a cette proposition bis d'une taxe Zuckman par le PS où on retire, entre guillemets, qui ne concernerait pas. En gros, ce qui est dit, c'est les entreprises familiales et les entreprises innovantes. Est-ce qu'une version comme ça, qui ne s'appellera pas évidemment taxe Zuckman, pourrait ou pas voir le jour? Alors déjà dans l'amendement qui a été déposé par le PS sur ce qu'on appelle la taxe Zuckman allégée, et ça, c'est un petit peu son importance. Vous savez, dans les négociations, la sémantique, c'est aussi des victoires symboliques. Donc moi, je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça la taxe Zuckman allégée. Et donc cette taxe Zuckman allégée, effectivement, ce qu'elle propose, c'est de sortir de l'assiette de calcul certaines entreprises, donc les entreprises familiales et les entreprises innovantes, sachant que une fois qu'on a dit ça, la question c'est la définition d'une entreprise familiale et d'une entreprise innovante. Et donc là-dessus, on peut jouer, on peut négocier, et donc en l'état tel que déposé par le PS, je pense que la porte-parole du gouvernement hier, Maud Bréjon, ou même le Premier ministre a été assez clair que, comment dire, les biens exclus par cette taxe Zuckman allégée à l'instant T, c'est-à-dire que telle qu'écrite par le PS, ce n'était pas suffisant. Est-ce que, en allant un petit peu plus loin, euh, en excluant encore certains types d'entreprises, un peu plus d'entreprises de l'assiette de la taxe, ça pourrait convenir au centre et à la droite et au gouvernement plus largement. Je pense qu'il est permis de le penser, ouais. Hmm. D'ailleurs, cette taxe Zuckman, maintenant, elle s'appelle contribution impôt minimum sur les très hauts patrimoines. C'est ainsi que Et voilà. l'amendement PS a été déposé. Certains disent qu'elle ressemble un petit peu à cette contribution différentielle sur les hauts patrimoines du gouvernement. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. Oui, effectivement, parce que tout ce dont on parle là depuis le début, c'est-à-dire même la taxe Zuckman pas allégée, la taxe Zuckman lourde, je suppose, la taxe Zuckman allégée, la contribution différentielle sur les hauts revenus et la contribution différentielle sur les hauts patrimoines, qui est une proposition préparée par le gouvernement, mais qui n'est pas dans le budget. Donc elle existe, on sait que Bercy a travaillé dessus pendant voilà, probablement de longues semaines, de longs mois. On sait que la proposition existe, mais elle n'est pas dans le budget, donc elle n'est pas, a priori, pour l'instant, défendue par le gouvernement. Tout ça, tout ce que je viens de citer, ce sont des impôts différentiels, c'est-à-dire que on connaît le principe d'une taxe, hein, c'est-à-dire que je dis, voilà, vous avez tant de patrimoine et l'administration fiscale va vous prendre 2% de ce patrimoine. Les contributions différentielles ou impôts différentiels ou impôts planchers, tout ça c'est la même chose. C'est un mécanisme qui veut non pas que on prenne une taxe quoi qu'il advienne, mais simplement qu'on regarde si le contribuable concerné ou l'entreprise concernée paye un minimum d'imposition. Et si ce n'est pas le cas,
la taxe différentielle, la contribution différentielle, c'est l'écart, c'est la différence entre ce plancher, c'est-à-dire l'impôt minimum que la loi considère que la personne devrait payer, et ce qu'elle paye réellement. Pour prendre quelque chose de concret, parce que là, je me rends compte que c'est un petit peu compliqué, la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui a été mise en place cette année. Oui. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, qui devait être prolongée, enfin dans le budget, le gouvernement a proposé de la prolonger seulement en 2026, et les députés ont voté pour la prolonger jusqu'à ce que le déficit repasse sous les 3%. Alors, c'est dans longtemps, c'est un peu plus qu'un an, à mon avis. Et donc, cette contribution différentielle sur les hauts revenus, c'est très simple. Si vous êtes un contribuable concerné, c'est-à-dire si vous avez un revenu, donc salaire, dividendes, revenus de placement, etc., vos revenus, quoi, ce que vous gagnez dans l'année, si c'est supérieur à 250 000 euros, vous êtes un contribuable concerné. Donc, l'administration fiscale va aller voir sur ces 250 000 euros combien vous payez d'impôts. Et donc, si vous payez 20% d'impôts sur ces 250 000 euros, là, vous ne payez rien. Si vous payez un peu moins du fait de processus en fait, d'optimisation, tout à fait, qui peuvent être tout à fait légaux d'ailleurs, mais de fait de différents dons, crédits d'impôt, enfin, niches fiscales, avantages fiscaux divers et variés, types d'imposition. On sait que voilà, l'imposition des revenus du capital peut être, un peu, enfin, selon les cas, inférieurs à ceux du revenu du travail, etc. Et donc, si vous payez un peu moins de 20%, vous allez payer la différence et de toute façon, vous allez payer 20% d'impôts sur ce revenu-là. Donc, on s'oriente peut-être vers une contribution différentielle sur les hauts patrimoines qui ressemblerait à un mécanisme similaire à cette contribution sur le différentiel sur le revenu, même si là pour le coup on taxerait c'était l'une des un stock et propositions pas un flux. effectivement de Bercy à l'époque, notamment quand c'était encore François Bayrou, c'est vrai que ça va vite en ce moment. C'était de faire la même chose que ce mécanisme que je viens d'expliquer, mais non pas sur vos revenus de l'année, mais sur votre patrimoine. De comprendre voilà, ce que vous possédez comme maison, comme placement, etc. En excluant, et ça c'est très important, on l'aura compris, les biens professionnels. C'est-à-dire que si vous êtes patron d'une entreprise, votre entreprise n'est pas comptée comme faisant partie de votre patrimoine. Et l'idée, ce serait de mettre un plancher. Alors, on a dit le chiffre de 0,5% à circuler et s'assurer que vous payez donc bien 0,5% d'impôt sur ce patrimoine-là, et sinon, vous payez la différence. Sachant que là, très récemment, c'est dans les derniers jours, au fil des négociations, il semblerait qu'au sein même du camp gouvernemental, l'idée d'une CDHP, donc contribution différentielle sur les hauts patrimoines, soit reçue avec un peu plus de tiédeur, voire de froideur. Et donc, voilà, c'est pas sûr que le gouvernement mette ça sur la table, quand bien même le mécanisme a été préparé. Oui. Julie, reste la question pour la taxation des plus aisés sur les holdings patrimoniales, sur la flat tax aussi, qui est à 30%, qui pourrait passer à 31,4%, c'est ça? Il y a plusieurs propositions, effectivement, et ça c'est une grande arlésienne des différents budgets, d'augmenter la flat tax. La flat tax, c'est ce que vous payez sur les revenus justement du capital, sur effectivement les dividendes, les revenus de placement. Quand vous touchez ces revenus, vous êtes imposé à 30%, et donc l'idée de certains, ce serait d'augmenter tout simplement la part de la taxe. CSG. Et là, ce ne serait pas différentiel. Ouais. C'est tout simplement, vous touchez 100, on vous ce serait la part de la CSG qui sera augmentée de 1,4 points. Potentiellement, ça exactement. C'est ce qui était voté ça aussi. Et si on veut, et ça c'est intéressant aussi de s'attarder là-dessus, si les députés, dans le cadre d'un débat sur la justice fiscale, ciblent ces revenus-là, qui au final sont tout simplement des revenus des gens qui placent, qui investissent, c'est parce qu'on considère, enfin en tout cas certains députés considèrent, à gauche notamment, que ces revenus-là sont en fait des revenus des plus aisés, en fait. Sur les taxations, alors qu'en réalité, n'importe qui a un revenu de placement paye la flat tax. Hein. Oui, ou pas d'ailleurs. On a le choix entre être au barème de l'impôt sur le revenu ou à la flat tax. Oui, on peut choisir, effectivement, mais c'est plus intéressant d'être à la flat tax en général. Juste, et sur la taxation des holdings patrimoniales, on pourrait atterrir où et comment? La proposition du gouvernement semble satisfaire est peut-être un bien grand mot, mais je pense pas qu'il y ait une majorité.
pour changer profondément par rapport à la proposition du gouvernement. On a eu une scène un petit peu de vaudeville en commission où la gauche a voté par erreur une quasi-suppression de la taxe holding, mais ça ne se, enfin, il y a quand même peu de chances que ça se reproduise en séance. Et donc, là, pour l'instant, il semblerait que ce soit le mécanisme proposé par le gouvernement, c'est-à-dire, alors c'est un petit peu compliqué la taxe sur les holdings, mais bon voilà, il y a une définition de ce qu'est une holding, c'est-à-dire une entreprise dont l'activité principale, c'est de détenir des parts d'autres entreprises et d'aller voir dans la trésorerie et de faire une taxe sur la trésorerie excédentaire, c'est-à-dire en gros, je vais très très vite sur l'épargne qui est stockée dans ces holdings-là. Alors, très décrié, notamment par le monde de l'entreprise, parce que tous les holdings, c'est pas forcément, c'est pas forcément de l'optimisation, c'est même le plus souvent une entreprise qui sert à faire de l'investissement, à diriger de l'investissement. Donc c'est un petit peu problématique d'aller taxer, mais voilà, en gros, l'idée, ce serait d'aller taxer la trésorerie excédentaire des holdings. Et est-ce que le taux peut bouger en séance pour peut-être que ce taux, enfin que cette taxe rapporte un petit peu plus de recettes dans un moment où tout le monde a envie de baisser les impôts, notamment sur les classes moyennes, sur les actifs, dans un moment où tout le monde aura envie aussi de faire plus de dépenses, notamment dans le budget de la sécurité sociale, c'est possible aussi. Après, le mécanisme, a priori, resterait le même. Allez, merci beaucoup. Explication signée Merci beaucoup. Julie Ruiz, journaliste économique au Figaro.fr. Merci Julie, bonne journée. À bientôt.